L'enregistrement a commencé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Les collectifs, qui est la restitution d'un groupe thématique intercollectif sur l'épargne salariale. Je vais juste dire un mot d'introduction, puis je laisserai la parole aux membres du groupe. Euh, pour commencer rapidement, peut-être dire qui est les collectifs pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les collectifs. On est un réseau qui a été créé en 2021, un réseau qui regroupe différents collectifs qui essayent de changer les choses de l'intérieur dans leurs organisations de la transition écologique pour la majorité. Et on est un réseau qui regroupe aujourd'hui 130 collectifs dans 130 organisations différentes. En tant que réseau, on est une association, on fait différentes choses. Je ne vais pas revenir en détail, mais un des premiers rôles qu'on a, c'est vraiment ce rôle de réseau et de mise en lien. Et une des choses qu'on fait, et la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on rassemble des groupes sur des thématiques qu'on pense qu'il y a matière à travailler pour trouver des conclusions, pour essayer de travailler ensemble. On en a fait sur différents sujets, anciennement sur la biodiversité, sur le numérique, sur les déplacements professionnels. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir assister à la restitution du groupe qui a travaillé depuis plusieurs mois sur l'épargne salariale. Euh, Avant de laisser la parole, je dis un dernier mot pour juste remercier tous les membres qui ont participé au groupe, qui ont donné de leur temps pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait mieux comprendre, comment on pouvait mieux expliquer l'épargne salariale et comment on pouvait aider d'autres collectifs à agir dessus. Et merci aussi particulièrement aux deux animateurs, Mathieu et Céline, qui ont animé bénévolement ce groupe pour le faire avancer, pour en suivre les avancements tout le long. Et je crois justement que je dois te laisser la parole à toi, Mathieu, pour la suite du webinaire. Merci et bonjour à tous et à toutes. Du coup, oui, Mathieu. Moi, je travaille chez Alstom et c'était un plaisir d'organiser, de travailler avec Céline sur ces différents livrables. Ce que je vous propose, c'est de commencer directement dans le support de présentation. Il y a à peu près toutes les informations. Du coup, je vais commencer par partager mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça devrait arriver dans 2 minutes. Ouais, c'est en train d'arriver. Ok. Du Et je me coup, vois. je vous vois pas. J'ai pas de double écran dans la salle où je suis, donc n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions. Donc aujourd'hui, on va parler épargne salariale et durabilité. Donc avant de commencer, donc, un petit passage sur le plan. Je voudrais d'abord vous présenter rapidement les motivations qui ont induit ce groupe de travail. Un tout petit peu comment est-ce qu'on s'est organisé, puis très vite on rentrera dans les détails des livrables, des 2 livrables qu'on a fournis, et même d'un troisième qu'on verra à la fin. Pourquoi est-ce que on a cherché à travailler sur ces sujets? On a fait un constat qui est le suivant, que dans beaucoup d'entreprises, notamment dans les grands groupes, l'impact de l'épargne salariale est un sujet qui est pas mal, voire pas du tout compris par la majorité des employés. Aujourd'hui, l'épargne salariale, c'est vu comme une boîte dans laquelle on met de l'argent. À la fin, on a plus d'argent, mais pourquoi, comment? C'est souvent des questions auxquelles on n'a pas de réponse quand on est même amené à se poser la question. Ce qu'on voulait faire, du coup, c'était de proposer des livrables de vulgarisation sur ces sujets qu'on veut facilement partageable, bien évidemment sourcé, afin d'aider les employés à mieux comprendre cet impact. Dans la littérature, des rapports, des documents, des sites qui parlent de ce sujet, il y en a déjà plein. Donc nous, l'idée, c'est qu'on n'est pas des experts de la finance. L'idée, c'est plus de rediriger vers ces ressources qui sont, elles, reconnues, pas forcément de créer du contenu. Pour ça, on s'est proposé d'employer un ton qui est léger et aidant, et on veut faire très attention à ne pas critiquer ou conseiller des placements. L'idée n'est absolument pas, c'est absolument pas ça, c'est pas du tout notre travail. C'est vraiment d'aider les employés à comprendre le vocabulaire autour de ces sujets d'épargne salariale. En quelques mots, donc l'équipe à la base, on était une vingtaine, mais on est resté un tout petit peu moins de 10 personnes pour travailler sur ce sujet. J'ai mis 8 entreprises parce que c'était les 8 entreprises des 9 personnes qui étaient là, mais voilà, on était bien plus au début. Je les citerai pas, si jamais il y en a qui veulent en parler, n'hésitez pas. Le groupe a duré 6 mois, et donc du coup, on va proposer 3 livrables qui seront disponibles sur le site des collectifs.
Le premier livrable, c'est un dépliant, donc j'en parlais juste après. Deuxième, un support de présentation qui reprend le fil qui simule un peu la discussion entre deux employés qui se posent des questions. Donc un employé qui connaît pas trop le sujet, une employée qui elle connaît bien le sujet, et qui justement aide cet employé à prendre en main le sujet. Et enfin le troisième livrable qui sera tout simplement l'enregistrement de cette présentation pour qu'elle soit disponible à tout le monde. Petit détail sur le support, à chaque fois tout est sur Canva. Tout sera partagé en lecture seule. Évidemment, si vous voulez partager, si vous voulez modifier, partager, n'hésitez pas à nous contacter, on peut voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce travail. En ce qui concerne le dépliant, donc le dépliant, il est imprimé juste avant, il ressemble à ça. Je, je sais pas si vous le voyez, je vois pas mon retour. Euh, Avec le... Non, on le voit pas avec la caméra, ça le cache du coup. ah, Mais on le voit voilà. sur on le voit sur le partage d'écran du coup. Je vais voir si je peux le faire 2 minutes. Hop là. Voilà, c'est bon là que je me vois. Donc du coup, l'idée c'est que c'est un dépliant très simple qui se plie en trois. Donc là, je voulais juste vous montrer qu'il existe. Vraiment, il est facile à imprimer. Je reprends la présentation pour que ce soit un peu plus facile de le présenter. L'objectif, c'est de reprendre ce format de discussion entre deux employés. Donc un employé qui connaît pas trop le sujet, une employée qui, elle, le maîtrise un peu plus. Donc là, on a la première page. Je- Ensuite, on a la page 2 ici, page 3, page 4. Ici, je reviens, page 5 et page 6. Pourquoi ce formalisme, hein? C'est parce qu'une fois que c'est plié, on retrouve bien le 1, 2, 3, 4 logique. C'est juste aplati. On a cet ordre un peu modifié. Donc, il part du principe d'une personne qui se demande un peu où est-ce qu'on peut placer son argent et de l'employé qui dit ici que placer son argent a un impact. Il faut faire quand même, tout le monde a des motivations différentes au niveau de l'argent placé. On aborde d'abord une question de vocabulaire. À chaque fois, il y a des étoiles. On en parlera tout à la fin. Les étoiles, c'est justement pour présenter des sujets, des termes qui sont un peu techniques, qu'on présente dans un glossaire qui sera disponible qui est disponible au niveau de ce QR code ici. On n'aborde pas forcément des sujets durables au début. L'idée, c'est vraiment de dédramatiser le sujet épargne salariale. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Donc, on aborde aussi notamment des questions de blocage de l'argent. Aujourd'hui, il faut savoir que on peut débloquer cet argent sous plein de clauses. Ici, on en parle juste, mais pareil, au niveau du QR code, on explicite toutes ces clauses-là. Et à partir du pan 4, du coup, on commence à parler un petit peu plus de l'impact durable. Que oui, ça a un impact de mettre son argent sur un fonds plutôt que sur un autre. On explique un petit peu, enfin on survole comment est-ce qu'on peut bien choisir? Donc, on parle de réglementation SFDR, je vais en parler je vais en parler tout à l'heure dans la conférence, et surtout des labels qui sont des outils qui nous permettent de savoir où placer l'argent. Et enfin, on parle aussi des sujets de rentabilité qui sont forcément importants. Ici, encore une fois, c'est un flyer, ça se veut très très léger. On rentre en détail dans rien du tout. C'est juste d'attirer le regard pour les personnes qui ne sont pas forcément connaisseuses. Et tout est indiqué au niveau de ce QR code. Il faut vraiment voir ça comme une plateforme, une vitrine à placer un peu partout dans vos entreprises pour pousser la curiosité à venir ici. Et pourquoi pas être amené à organiser une conférence dans votre entreprise avec le support qu'on vous propose en livrable 2. Euh, donc, en résumé, on présente des termes sur l'épargne salariale, on apporte un questionnement sur l'impact de cet argent et on propose des liens et des ressources pour aller plus loin. Le public visé, là, je pense que j'étais clair, mais je préfère le redire, c'est vraiment les néophytes. On aborde très vaguement certains sujets. Le but, c'est d'attirer la curiosité. Euh, on se proposait d'installer ça au Coin Café, aux journées de l'épargne salariale, aux semaines même, pardon, de l'épargne salariale, les forums environnement que vous pouvez avoir dans votre entreprise. C'est un format qui se veut très accessible et qui ne demande pas d'être affiché, qui ne demande pas d'être partagé via Internet, avec parfois des problématiques de sécurité. Là, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez imprimer et partager très facilement. Bon, quelques consignes d'impression.
L'idée, c'est pas très compliqué, hein, c'est qu'il faut imprimer recto verso, sinon vous serez avec deux feuilles. Ouverture au gauche, sinon vous aurez une face à l'envers. Retirer les marges d'impression. En couleur, c'est quand même un petit peu mieux. Euh, L'idée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. L'impression, elle est quand même très sobre, mais c'est quand même un petit peu mieux avec des couleurs. Et il y a quelques mentions obligatoires à mettre sur des flyers qui vont être mis dans la voie publique. Donc, les mentions obligatoires sont présentes. Quand vous récupérez cette présentation, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien qui est un lien vers le Canva en édition, en mode lecture seule. Donc, si j'ai pas de questions, je passe à la suite. Euh, Au niveau du support de présentation, on a vraiment... Pardon, Mathieu, je t'interromps, je crois qu'il y avait une main qui s'était levée. Ouais, Tu dois pas le voir avec le yes. partage. Je crois que Zo, t'avais levé la main. Oui, justement, on en avait parlé par rapport à ce on va te laisser présenter pour la suite, hein, mais un petit rappel pour le CUS qui n'apparaissait pas sur les dépliants, peut-être Oui, alors on va parler tout à l'heure, du coup peut-être pour avoir la cohérence sur les deux. alors en effet, le CES, il n'apparaît pas dans les documents parce que c'est pas celui qui est souvent repris dans les sites, mais on en parle évidemment dans la conférence. Il y est juste après. Mais en effet, il faut mentionner qu'il y a un quatrième label durable qui existe. Merci. Du coup, au niveau donc, le support de présentation, on voulait vraiment reprendre ce formalisme de discussion un peu impromptu autour d'un café. Donc on a tourné la présentation autour de ce discours-là. L'idée ici, c'est d'avoir donc une personne qui demande où est-ce que tu vas placer ton argent. Moi, je les ai placés sur le fond par défaut. Donc on commence avec quelques chiffres un peu clés. En 2025, on a fait plus de 15% d'argent déposé sur les différents fonds d'épargne salariale par rapport à 2020, par rapport à l'année d'avant. Beaucoup d'épargnants, tous les encours progressent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sous l'épargne salariale, on met plein de vocabulaire, PE, intéressement, perco, participation. Ça, ce sont des sujets, des mots que que l'on explique dans le QR code qui est dans le dépliant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout cet argent-là, il y en a de plus en plus. Quand on cherche à mettre son argent quelque part et qu'on est un peu intéressé par tout ce qui est durabilité, on va tout de suite entendre les mots investissement responsable. Ce que dit la personne experte ici, c'est, tu sais, tous les fonds par défaut ne sont pas forcément responsables. On peut voir cela ensemble, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Généralement, quand on veut travailler sur des fonds, sur l'investissement responsable, on revient, il y a trois sujets, trois thèmes qui reviennent très souvent. Les thèmes dits ESG pour environnement, social et gouvernance. Ce sont ce qu'on appelle des critères extra-financiers et ce sont les critères qui sont notés pour allouer euh, tel label, telle réglementation. On va les voir juste après. Il est important de définir ces termes ESG parce que c'est vraiment un concept central dans tout ce qui va concerner tout ce qui va concerner l'investissement durable. À chaque fois, on a une liste de sources qui présente la dernière slide de cette présentation. C'est une liste de sources qui présente où est-ce qu'on a trouvé toutes ces informations, évidemment. On rentre un petit peu plus dans le cœur du sujet. Comme dit la personne ici qui ne me connaît pas trop, moi je comprends rien, il existe différents fonds, c'est très compliqué de s'y retrouver. En effet, il existe différents types de fonds, différentes classes d'actifs qu'on appelle monétaires, obligataires, actions, mixtes, diversifiés. Il faut bien comprendre, c'est loin d'être simple. Et ce qu'on voulait ici avec ce graphe, enfin, avec ce schéma, c'est expliquer simplement quels sont, non pas les fonctionnements, mais les risques et les rendements pour chacune de ces classes d'actifs. Liquidité, comprendre PEA, pas PEA, plutôt, livret A, PEL, ce genre de produits financiers, c'est quelque chose qui n'est peu risqué. Normalement, on ne perd pas d'argent sur ces formats-là, mais avec un rendement très faible. Les actions, à l'inverse, c'est quelque chose qui peut être très risqué avec un rendement potentiellement très haut ou très bas, évidemment.
Il existe d'autres formats alternatifs dont je ne vais pas parler. Je vais juste un tout petit peu parler des obligations qui sont ici, qui est un peu un entre-deux. La différence entre une action et une obligation, c'est que quand on a des actions, on achète une part de l'entreprise. Quand on a des obligations, c'est l'entreprise qui dit à une banque, bonjour, je voudrais un peu d'argent pour financer un projet. Du coup, enfin, la banque vient financer ce projet. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle des coupons qui sont donnés à la banque pour être remboursés. Ce sont des placements qui sont limités dans le temps et quand on place de l'argent là-dessus, on sait exactement pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on vient financer. Encore une fois, on ne va pas s'attarder sur la définition de chacun de ces termes-là. L'idée, c'est juste de comprendre qu'ils existent et de ne pas être effrayé à l'idée de voir le mot obligation affiché quelque part. C'est un produit financier comme un autre, avec un risque moyen et un rendement souvent, enfin, un rendement moyen. Bien sûr, avec tout ça, dès qu'on parle d'argent, on va parler de niveau de risque. Donc, se pose la question, mais est-ce que placer cet argent sur ces fonds présente un risque? Comme tout placement, oui. Et il faut savoir que, d'un point de vue légal, il est nécessaire de représenter le risque de ce placement de 1 à 7. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que les niveaux les moins risqués, donc tout ce qui va être financier, tout ce qui va être produit d'épargne bancaire, c'est très peu risqué. Donc, on est sur du 1. Et tout ce qui va être titre d'entreprise, action, c'est beaucoup plus risqué. Donc, on va être sur du niveau 5, 6 et 7. Enfin, la phrase qu'on entend souvent, c'est que plus le niveau de risque est élevé, plus la durée minimum recommandée de ce placement est élevée. Là aussi, encore une fois, l'idée, c'est de vulgariser ce concept. Oui, il y a des niveaux de risque, il y a des outils pour comprendre facilement si le placement est plus ou moins facile, et plus ou moins risqué, pardon. Enfin, un autre sujet qui était très souvent flou, c'est de se dire, bon, bah, de toute façon, tout ça, c'est de l'argent, je ne pourrais pas y toucher jusqu'à ma retraite, ou alors pas y toucher avant les 5 prochaines années, dans le cas de certains plans d'épargne. Il faut bien comprendre que il existe plein, plein de cas de déblocage. Donc, je vais mettre la version zoomée de ce document-là que vous pouvez trouver sur le site du gouvernement français, entre autres. Enfin, pas ces informations-là, je veux dire. Suivant le type de produit d'épargne que vous avez, donc plan PE, plan d'épargne entreprise, PERCO, PERCO, plan d'épargne retraite collectif ou plan d'épargne retraite, il existe plein de sources de départ pour retirer de l'argent. Et là, on commence à s'intéresser à un sujet qui va rejoindre un peu plus les collectifs, c'est que sur tout ce qui va être achat d'un véhicule propre ou alors travaux de rénovation énergétique, on peut retirer l'argent des PE pour financer ce type de travaux chez soi. Donc il existe tous les classiques, mariage, cessation d'activité, mais on a tendance, enfin, en tout cas c'est un constat qui a été fait dans nos entreprises, il existe beaucoup de clauses qui sont méconnues. Et notamment, j'ai un collègue qui a récemment sorti un peu d'argent de son PE pour s'acheter un vélo électrique. Donc, faut bien se dire que de nouveaux cas de déblocage existent. Et il faut bien penser que cet argent, tant qu'il n'est pas sorti, il travaille. Et on va voir un tout petit peu après dans quoi il travaille. Gagner, ce n'est pas qu'une boîte noire qui veut produire de l'argent. S'il y a de l'argent qui en sort, c'est que l'argent est investi quelque part. Donc, on apporte, donc on arrive sur un nouveau sujet. Donc, la personne qui ne s'y connaît pas trop dit, mais c'est pas avec mes quelques euros que je peux prétendre changer le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent repris, les fameux 1% de la France, ce genre de choses. C'est aussi vrai dans l'épargne salariale. Ce que dit la personne experte ici, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières et cela envoie des signaux positifs au marché financier. Oui, financer du développement durable, c'est pertinent. Regardez, les gens y investissent. Tu peux, en mettant son argent, on apporte la pierre à l'édifice, cet édifice, et on va même voir à la fin que ce n'est pas parce que c'est durable que c'est pas rentable. Cette phrase est factuellement fausse. On va en parler sur la dernière slide. On, Pourquoi est-ce qu'on dit que cet argent qui est placé sur les produits d'épargne salariale, elle peut avoir son importance? Aujourd'hui, en 2025, on a 230 milliards d'euros d'encours sur tous les produits d'épargne salariale.
En tout, ce qu'on met ici, c'est un schéma qui est présent dans un rapport de la Direction générale du Trésor. Bon, sous ce nom très compliqué, il faut comprendre que c'est les gens, les personnes qui vont chercher à planifier la trésorerie des années à venir au niveau du gouvernement français. D'ici 2030, si on veut rester aligné avec les objectifs de Paris, ce rapport estime qu'il faut financer 110 milliards d'euros par an supplémentaires par rapport à 2021 pour atteindre les objectifs de décarbonation de l'économie. Donc dans ce graphe, qu'est-ce qu'on voit? Je vais passer juste 30 secondes pour l'expliquer. En ordonnée, les milliards d'euros par an, en abscisse, les besoins actuels, enfin 2021, mais supplémentaires pour d'ici 2030. Et donc du coup, en vert, c'est tout ce qui manque. Aujourd'hui, on a 110 milliards d'euros qui manquent pour arriver à nos objectifs-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces 230 milliards d'euros qui sont dans nos fonds d'épargne salariale, on finance déjà une énorme partie de la trésorerie nécessaire pour décarboner l'économie française. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être anodin. Aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel, le financement de la transition, c'est un nœud important, c'est un problème important. Donc voilà, ce qu'on cherche à dire, c'est qu'aujourd'hui, ces 230 milliards d'euros ne sont pas, ou en tout cas peu, adressés vers des sujets de développement durable. Si on adressait la totalité, on aurait déjà grandement financé les investissements nécessaires pour la décarbonation de l'économie. On va rentrer un peu plus dans le détail. Là, l'idée, c'était de comprendre donc des termes sur l'épargne salariale qui font parfois un peu peur, d'aider un peu à les dédramatiser, à les vulgariser. Ensuite, on explique pourquoi est-ce que cet argent peut être investi pour une meilleure durabilité. Et enfin, maintenant, on va vous expliquer tout simplement comment le faire. Donc, on a parlé des critères ESG, donc E pour environnemental, S pour social, G pour gouvernance. La première façon de classer ces fonds, il en existe deux, c'est la réglementation dite SFDR. Donc, comme dit la personne experte ici, cette réglementation permet d'identifier les fonds selon leur degré de prise en compte des enjeux de durabilité. On a trois articles principaux, 6, 8 et 9. Le 7 existe, mais très rarement utilisé. Comprendre 6, ce fonds ne finance quasiment pas de transition énergétique ou environnementale ou sociale ou gouvernementale, je vais y arriver. Fonds article 9, il y a un objectif d'investissement durable. Donc ça, c'est une première façon de savoir si le fonds dans lequel on s'apprête à mettre l'argent est pertinent. On se permet juste de mettre un petit attention. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de savoir à quel point un fonds article 9 est durable dans le sens où on peut voir aujourd'hui dans les fonds des fonds article 9 qui financent encore des énergies fossiles. Cette réglementation, elle est en train d'être fortement modifiée, justement pour éviter tout ce qui va être greenwashing. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas un bon argument, mais on ne peut pas non plus dire que c'en est un. La réglementation, elle va changer, ce sera une affaire à suivre, et peut-être elle fera le fruit d'une nouvelle présentation pour voir la nouvelle réglementation SFDR à venir. Donc, je vous ai dit qu'il existait deux types de façons de voir si les fonds étaient durables ou non. Il en existe une deuxième, du coup. Les labels. Donc, ces labels, aujourd'hui, il en existe quatre. Il en existe, oui, voilà, quatre qui sont reconnus. ISR, Finansol, Greenfin et CES. Euh, donc, l'idée, c'est de connaître ces noms aujourd'hui, avoir ce label-là adossé à un fonds veut dire quelque chose de très clair. À chaque fois, il y a un cahier des charges. Si je parle par exemple de Finansol, dans le cahier des charges, il est marqué clairement que 5% de l'argent qui est investi, enfin, bon, un certain pourcentage qui est autour de 5% de l'argent qui est investi dans un fonds Finansol va aller va financer des améliorations sociales, des constructions de bâtiments sociaux, ce type de financement.
Je vais aussi parler de Greenfin. Greenfin, aujourd'hui, c'est un label qui a un cahier des charges qui est le plus restrictif en termes de durabilité. On va en parler juste après. Aujourd'hui, mettre de l'argent sur un produit Greenfin, c'est mettre de l'argent sur un produit qui exclut les énergies fossiles. Alors, ce n'est pas magique non plus, on va en parler juste après. Mais aujourd'hui, c'est le label qui est le plus exclusif et qui va le moins financer les énergies fossiles. On s'est proposé on vous a proposé ce petit tableau qui récapitule un petit peu donc les labels ISR, Finansol et Greenfin. Donc, si je prends, enfin, sous différents critères. Aujourd'hui, par exemple, si je prends, donc, comme je disais, Greenfin, aujourd'hui, 100% des parts qui sont dans Greenfin excluent tout ce qui va être nouveaux projets d'énergie fossile, nouveaux projets gaz. Par contre, aujourd'hui, on peut encore trouver des traces de nouveaux projets de transport ou de stockage de pétrole. Je vais répéter un peu ça parce que c'est pas forcément clair. Aujourd'hui, quelque chose qui exclut 100% d'énergie fossile, ça existe. Mais les énergies fossiles, il faut voir ça de manière systémique, dans son ensemble, du retrait d'énergie fossile jusqu'à son transport et son utilisation. Et aujourd'hui, on trouve encore des traces de financement de transport et de stockage d'énergie fossile dans ces fonds-là. Voilà, aujourd'hui, les labels, ça reste le meilleur outil pour savoir si le fonds dans lequel on se veut durable. C'est pas un outil parfait, mais en tout cas, c'est le meilleur outil que l'on ait aujourd'hui. Et il faut savoir que les réglementations par, euh, par l'AMF, qui est l'organisme qui gère tout ce qui va être labellisation des marchés financiers, c'est quelque chose qui évolue très vite. Maintenant, dernière étape, vous comprenez un petit peu mieux les sujets d'épargne salariale. Vous avez compris que l'argent peut être utilisé pour une meilleure durabilité. Il existe des labels. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver toutes ces informations? Toutes ces informations, c'est nécessaire et obligatoire, sont dans un document qui s'appelle le document d'information clé, qu'on voit ici. Ici, on a un exemple de ce document d'information. Si on essaie de le lire ensemble, alors la mise en page peut changer évidemment, mais normalement ces informations-là seront présentes quel que soit votre gestionnaire de fonds, que ce soit Amundi, que ce soit Natixis, que ce soit Gay-Lussac, ce sont des informations obligatoires. On retrouve ici le niveau de risque. Ici, on est sur un produit qui a un faible niveau de risque, donc de 1 à 7, comme on en avait parlé. On retrouve ici les labels ou les articles. Donc là, par exemple, on peut dire, on voit que c'est un produit qui est doublement labellisé, ISR et CIES, et qui a aussi un article SFDR8. Ici, on vous a proposé quelques autres exemples de, de labellisation que vous pouvez être amené à avoir. Enfin, on a une performance. Donc souvent, la performance, elle est donnée sur 1, 3 ou 5 ans. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi. C'est important de regarder puisque on ne peut pas non plus perdre de l'argent. On veut pas faire de, on veut pas perdre de l'argent. Donc c'est aussi quelque chose qui est important à regarder. Normalement, avec ça, à partir du moment que vous avez ce document d'information clé, vous êtes capable de retrouver l'entièreté des informations dont vous avez besoin pour savoir si vous voulez ou non placer votre argent. Donc sur des critères de rentabilité. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup au sein des collectifs, c'est quand même tout ce qui va être durabilité et impact environnemental. Donc, il faut rechercher les labels pour, euh, pour mieux savoir ce que l'on veut financer. Je finirai avec cette slide qui fait la suite à ce que je dis. Donc, la personne qui s'y connaissait pas trop ici dit qu'elle ne veut pas faire la philanthropie. J'ai besoin que mes placements en rapportent. Et la personne qui s'y connaît un peu plus, elle dit que investir durablement ne signifie pas renoncer à la performance. De nombreux fonds durables affichent des résultats comparables aux fonds traditionnels tout en étant souvent plus résilients face aux crises. Ça, c'est une information qu'on peut trouver sous plein de formes différentes. Je vous en ai mis deux qui viennent de deux études différentes, une de Morningstar et une de Morgan Stanley, qui sont deux organismes très importants dans le monde de la finance. Je vais principalement regarder celui-là parce que celui-là, il y a une approche dans le temps qui est intéressante. Ce qu'on peut voir, c'est il y a une fausse idée qui est de penser que performance ne veut pas dire durabilité. On voit que globalement, c'est quand même très faux ici.
Les performances les fonds durables sont très souvent performants. Ici, on retrouve la même information dans cette étude. Et je vous propose de faire un petit pas de recul en vous demandant est-ce que c'est normal ou pas de donner ça. Je vous propose juste de constater ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz en ce moment. On a un monde avec des gros conflits politiques. Si on a un des acteurs d'énergie fossile aujourd'hui, l'Iran, mais ça pourrait tout à fait être d'autres acteurs, la Russie ou encore d'autres, décident de rentrer en conflit avec une ou une partie du reste du globe. Évidemment que toute l'énergie fossile va être fortement impactée et évidemment qu'ici il y a un air très sensible sur lesquels certains pays vont jouer, alors que les énergies non fossiles, elles seront beaucoup plus stables dans le temps, seront là pour les années à venir. Et dans tous les cas, on en a besoin pour la décarbonation. Donc, ça peut paraître logique de dire que aujourd'hui, les fonds durables, en tout cas tout ce qui concerne l'énergie, et soit autant voire mieux stable que les fonds qui financent qui financent des énergies fossiles. Pardon. Donc voilà, il faut absolument pas penser que durabilité ne veut pas dire performance. Vous avez deux rapports qui en parlent là, on pourrait en parler pendant des heures, c'est un sujet qui m'a vraiment passionné. Aujourd'hui, c'est une des fosses qu'il faut casser. Enfin, et ce sera ma dernière slide, on vous propose toute une liste d'études, des acteurs importants qui travaillent sur tout ce qui est épargne salariale. Il en existe plein. Les sources principales qu'on a utilisées, ça reste Reclaim Finance et Work for Climate, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Euh, L'idée, nous, encore une fois, c'était pas de créer quoi que ce soit, c'était juste de réutiliser l'existant. Et on vous propose donc cette liste de liens, mais que je vais vous partager si vous voulez en apprendre un peu plus. Du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que j'ai été assez clair. Bah, je vois des premières mains qui se lèvent, je vais donner la parole, mais je dis juste un mot avant pour dire bravo, c'était très intéressant et je pense que ça aidera beaucoup les collectifs. Merci beaucoup Mathieu pour la présentation et pour tous les autres aussi qui ont participé à la préparation des documents, du contenu, etc. Je pense que ça demandait beaucoup de travail et voir ces différents livrables, ça va être très utile pour les différents collectifs et pour ceux qui sont présents. Une fois que le replay, on vous enverra le replay, on vous enverra tout. N'hésitez pas à partager ces ressources si vous avez d'autres membres qui vous pensez que ça peut intéresser. Et je donne la parole à Nicolas ou à Jean. C'est pas sur Nicolas Jean en tout cas, ou Oui, Jean-Nicolas. bonjour. Oui, c'est Nicolas, mon prénom. Ok. Merci beaucoup pour la présentation. Euh, Moi, pour tout vous dire, j'ai créé une fintech dans l'épargne salariale durable et engagée. Et ton discours sur le fait de connaître la nature des fonds, c'est vraiment le cas. Moi, je le vois vis-à-vis de mes clients avec lesquels je travaille. C'est que dans l'épargne salariale, comme c'est un produit collectif, il n'y a pas de conseil en investissement financier. Donc en fait, le salarié, il est un peu seul dans sa sélection de fonds. Alors que si tu travailles par exemple sur une assurance vie ou sur un PEA ou autre chose, tu peux être accompagné d'un conseiller en investissement financier. Donc la vraie différence de l'épargne salariale et pourquoi elle n'est pas forcément mieux orientée ou peut-être un peu moins bien que dans l'assurance vie, c'est qu'en fait, ça manque aussi beaucoup de conseils, mais d'un conseil de professionnel au-delà d'un expert comme tu l'as montré. Mais voilà, je trouve que moi, tu vois, moi, je vais dans les entreprises pour expliquer que mon fonds eau ou mon fonds biodiversité, bah, c'est rentable, ça aide des associations, voilà ce qu'on l'on fait quoi, concrètement. Et c'est vrai que ça manque ça, c'est dommage. Mais tu as raison, ton exemple, c'est vraiment ce que moi je vis au quotidien. Ok, bah très, très intéressant comme retour. J'espère que tu auras été juge des informations et qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Mais vraiment très intéressant parce que c'est un constat qu'on a eu et que tu confirmes. Donc merci pour ton retour. Frédéric.
Oui, bonjour à tous, Frédéric. J'avais une question sur les banques durables. Je ne crois pas l'avoir vu dans votre présentation, la nef par exemple, où pour le coup, je crois que la rentabilité n'est pas aussi faible qu'on l'imagine. Et surtout, là, on est sûr que c'est à 100% durable et même plus, enfin plus éthique aussi. Voilà, Ok, quel est votre avis très, là-dessus? très très bonne question. J'aurais deux choses à dire. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Aujourd'hui, nous, on devait travailler sur l'épargne salariale. On a commencé à tirer deux ficelles, trois ficelles, quatre ficelles. On s'est rendu compte qu'il y avait 10 000 choses à dire. Ça, ce que vous avez vu ici, c'est vraiment très très superficiel par rapport à la quantité d'informations qu'on pourrait être amené à dire. On a été tenté de parler des banques. Et en fait, on s'est dit que si on rajoutait encore ça, on allait devoir, si on explique les banques, il faut qu'on explique les produits financiers des banques, il faut qu'on explique les différents types de banques qui existent, pourquoi est-ce que certains ont un agrément bancaire, pas d'autres. En fait, très vite, ça devient une présentation à part. Et nous, on voulait, c'était vraiment un souhait de notre part, de se restreindre à 30 minutes de présentation pour que ce soit vraiment un webinaire hyper simple à l'attention des personnes qui ne connaissent pas trop le sujet. Et on voulait surtout pas noyer les employés sous trop d'informations. Ça, c'est la première chose. Après, ma réponse, et là, du coup, ce qui n'engage pas le groupe de travail, hein, mais qui engage mes travaux passés, oui, en effet, il y a un gros sujet sur les banques. Parce que de l'argent qui dort, ça n'existe pas. L'argent, quand il est mis quelque part, il va travailler. Et quand on met de l'argent sur des produits d'épargne bancaire, sauf quelques rares cas comme la nef, j'en ai plus, comme Crédit Coopératif, ces banques-là. Bien souvent, ça va financer des produits, ça va financer oui, du développement d'énergie fossile. Il y a eu beaucoup d'améliorations ces derniers temps qui ont été assez cassées, enfin ralenties assez récemment. Mais ça mériterait un autre groupe de travail et peut-être pas au sein des collectifs, parce que les collectifs aujourd'hui, c'est quelque chose qui est propre aux entreprises. Donc du coup, on n'a pas trop la main, enfin, les collectifs n'ont pas trop leur mot à dire sur où est-ce qu'on place notre argent d'un point de vue personnel. Je Ah sais oui, pas si je me d'accord. comprends. Oui, bien sûr. Mais par contre, sur le fait qu'une entreprise peut, en épargne salariale, investir dans des fonds présentés par la nef, est-ce que ça, c'est possible? Alors, oui, enfin, après, Alors, choisir son conseiller enfin, son gestionnaire de fonds, parce que là, on a juste expliqué comment choisir ses fonds, mais après, il y a toute une étude qui doit être faite par les employés de dire à qui est-ce qu'on gère, à qui est-ce qu'on laisse gérer nos fonds. J'ai parlé d'Amundi, j'ai parlé de Natixis, Gay-Lussac, après, il y a tout un tas de choix à faire. Encore une fois, là, c'est un sujet hyper intéressant. Faudrait faire une présentation dédiée et ce serait peut-être un prochain livrable, je pense. Hmm. Mais, Si tu veux, complètement. je peux répondre à la question, Mathieu, si tu veux. La nef, en fait, ne propose pas de fonds pour l'épargne salariale. Ah, les livrets qu'elle propose, ça peut être que ce serait qu'à titre individuel ou les. Ok. C'est J'avais pas ça? compris la question. Exactement. En fait, Ah, du ok. coup, il faut être gestionnaire d'actifs pour pouvoir proposer des fonds pour l'épargne salariale. Et la nef ne fait pas partie. D'accord, d'accord. alors, Merci. si je peux rebondir, en fait, l'ENF aujourd'hui, elle vient de démarrer, elle vient d'avoir son agrément bancaire et elle propose aujourd'hui des produits pour les professionnels et les entreprises. Donc, vous pouvez, en tant que professionnel, avoir une carte bleue, la nef. Mais aujourd'hui, ils ne proposent pas de produits d'épargne salariale en tant que tel. Ils ne sont pas distributeurs, mais ils pourraient très bien, sans être société de gestion, très bien proposer des produits de l'épargne salariale de la Banque Postale, qui est une banque qui est la mieux disante en termes d'écologie, ou du crédit coopératif. Mais aujourd'hui, ils ne proposent pas de produits d'épargne salariale, en effet. Voilà. Ok, merci. Marie? Oui, bonjour, merci beaucoup. J'avais une question qui allait dans le même sens. Du coup, est-ce que dans le cadre du groupe de travail sur l'épargne salariale, vous avez évoqué aussi le fait de potentiellement parler à sa direction pour pouvoir changer de gestionnaire d'actifs et aller vers un gestionnaire d'actifs plus vertueux, qui aurait donc déjà des produits équivalents? Alors, donc, en effet, très très bonne question, hein.
Est-ce qu'on en a parlé? Évidemment que oui, parce que c'est là où il y a vraiment un gros changement à faire. Mm. Euh, on s'est volontairement restreint parce qu'on ne voulait pas partir sur trop de sujets. En fait, vraiment, le constat, ça a été la pédagogie à apporter pour commencer à s'intéresser au sujet. Et le niveau d'en-dessus, c'est vraiment de s'attaquer à comment est-ce qu'on fait pour changer de gestionnaire de fonds, si nécessaire, et vers qui aller. C'est pour moi, c'est pas le sujet de ce livrable-là, parce que Mm. voilà, pour une raison de cadrage, tout simplement. Par contre, c'est clairement le sujet du prochain groupe de travail sur ce sujet. D'accord. Donc là, Oui, l'idée, c'était plutôt... Oui, pardon, allez-y. pardon, notre intention au début était de faire 2 livrables, un livrable à destination des employés et un livrable à destination des CSE, en tout cas des personnes qui peuvent aller influencer le changement d'un gestionnaire d'actifs, et on a manqué de temps. Donc on s'est concentré sur les employés. Mais en tout cas, l'idée était là. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés par travailler sur cette prochaine édition, n'hésitez pas, on a déjà pas mal de contenu et pas mal d'avis là-dessus, donc on peut facilement en discuter. Eh ben, merci pour l'information. Donc là, justement, le but, c'était plutôt de faire de la sensibilisation et d'aider des employés à plutôt faire d'autres choix individuels. C'est Oh, de la pédagogie avant Mm. tout, et on en profite pour parler quand même un petit peu de comment savoir quels fonds ne sont pas trop mauvais, on va dire. D'accord. en Je fait, à pense, si je peux me 40% permettre, des vas-y. pardon, En fait, ouais, je je pense que finis l'idée, juste. c'était de donner les clés de lecture, en fait, pour ensuite avoir des arguments à avancer si l'orientation plaît pas aux salariés, mais au moins vous avez des éléments qui vous permettent d'en juger En et de fait, tu comprendre. as 40% des employés qui laissent leur épargne salariale sur le fonds par défaut. Donc l'idée, la première étape, c'était déjà de les sensibiliser, et puis la deuxième étape après, c'est effectivement d'aller d'aller plus haut. Je me permets de rebondir, du coup, est-ce que c'est possible au niveau de l'entreprise, justement, de modifier potentiellement le fonds par défaut pour jouer sur l'effet que certaines personnes vont peut-être de toute façon avoir le fonds par défaut et faire que le fonds par défaut soit un fonds plus vertueux? Alors, Oui, ouais, Complètement. tu c'est tu peux pas... monter au créneau, oui. Ouais, C'est pas si ouais. simple, mais effectivement, en tout cas, il y a cette possibilité-là, oui. Merci Et beaucoup. petite information supplémentaire, aujourd'hui, il est obligatoire qu'un fonds propose au moins, pardon, qu'un gestionnaire de fonds propose au moins un fonds labellisé avec les labels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a forcément un fonds qui sera soit Greenfin, soit enfin un des 4 labels dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait Olivier ensuite qui avait levé la main, je crois. Et juste, Laurent, si tu voulais, je sais pas si tu voulais, parce que Laurent fait partie du groupe, tu voulais réagir peut-être à ça ou c'était une question en plus. Oui, mince. Ouais, voilà. Oui, on parlait du travail ultérieur qui pourrait être fait. Et entre autres, les propositions qui peuvent être faites aussi seraient de montrer quel est l'apport d'un retrait total de l'argent, donc de ne pas mettre sur l'épargne salariale, de payer les impôts dessus et de le mettre à 100% sur quelque chose que l'on choisit. Et donc de le rendre visuel aussi, ça, c'est-à-dire quel est l'intérêt entre avoir un fonds automatiquement lié à 5 ou 15% à quelque chose de social, ou alors un fonds que moi je retire, donc en effet je paye des impôts, mais par contre toute cette partie, je l'investis moi-même sur d'autres fonds. Donc ça fait partie aussi de la suite qui pourrait être montrée. Mais bon, par contre, on n'a pas le droit de dire il vaut mieux choisir tel fonds. Euh, voilà, c'est tout. Donc voilà, ça peut faire partie du travail ultérieur, des présentations. Mais dans les sources, vous pouvez retrouver des études qu'on a mis avec des comparatifs de fonds, notamment faites par des ONG ou autres. Donc, il y a quand même des éléments. Olivier. Oui. Vous m'entendez? Ouais. Très bien. Du coup, j'entendais. Alors, du coup, je vais réagir sur deux éléments qui ont été dits, puis après, je vais poser ma question. Du coup, vous avez parlé de 40% des personnes qui laissent leur épargne salariale sur le fonds par défaut. Et c'était pas précisé ça dans la présentation, je crois, non?
Non, en effet. Mais Mais ça pourrait valoir le coup de le dire au début, pour montrer qu'il y a un vrai enjeu à en parler à ses collègues, au-delà de soi-même se sensibiliser, à en parler autour de soi en disant, bah, en fait, il y a beaucoup de chances que les collègues ils soient dans cette situation-là. Après, par rapport au fonds par défaut à modifier, en fait, le fonds par défaut, c'est un fonds monétaire en général, parce que c'est le fonds qui a le risque le moindre. C'est le moindre risque. Et les fonds monétaires, c'est sur les obligations des États. Donc, en fait, en vrai, on peut pas. Ben, voilà. Je pense qu'il y a une vraie. euh, Dans l'assurance vie aussi, souvent, les fonds par défaut, c'est les fonds monétaires. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté de ne pas mettre à risque l'épargne qu'on confie par défaut aux salariés. S'il n'a pas son mot à dire, on va pas lui mettre sur une épargne à risque, quoi. Donc, à mon avis, il y a peu de chances qu'on fasse changer le fonds par défaut pour un fonds qui n'est pas monétaire. Voilà. Bah, le fonds, on appelle ça fonds en euros, quoi. Ouais. Voilà. Et je, Donc, je confirme, c'est que si vous voulez faire évoluer le gestionnaire ou les fonds, effectivement, c'est un accord d'entreprise. Donc, c'est soit le CSE, soit les organisations syndicales qui doivent faire une proposition et qui doivent être validées par le CSE, l'organisation syndicale ou les deux tiers. Mais je confirme, c'est que le fonds par défaut, c'est forcément et c'est légalement un fonds le moins risqué qui est proposé, parce que justement, comme vous indiquez, et ça va dans le sens du fait que les gens ne s'intéressent pas beaucoup, c'est que quand l'épargne salariale via l'intéressement, la participation ou l'abondement arrive, ben effectivement, les gens ne prennent pas cette question suffisamment au sérieux. Beaucoup retirent l'argent parce qu'il y a quand même des situations parfois de précarité chez les employés qui font que ben, ils ont besoin d'argent au quotidien. Et certains le laissent par défaut parce qu'ils ne savent pas dans quel fonds il faut investir. Donc effectivement, alors 40%, je trouvais ça un peu fort. Moi, je vois, c'est un peu moins, mais c'est quand même une bonne marge, un bon tiers qui est laissé naturellement sur le SRI1, quoi, le fonds euro, quoi, voilà. Donc c'est vrai que ça fait partie de la pédagogie de sensibiliser les gens sur ce point-là, quoi, voilà. Si donc si vous avez ouais. des sources à nous fournir sur ce sujet-là, pareil, Céline, si tu les as, je suis preneur pour en effet le rajouter dans la présentation. Oui, oui, oui. Après, tu trouveras ça. Il faut que tu te rendes sur le site de l'AFG, c'est l'Association française de gestion, et ils ont plein de slides et plein d'analyses, d'études sur l'épargne salariale. Plein. Ils peuvent te dire le nombre. Aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de milliards de fonds investis dans le solidaire. Ok, Ils ont plein, plein, plein de choses. Tu trouveras beaucoup d'éléments, je pense. Voilà. très bien, merci. Du On a coup, utilisé pardon. Ouais. ce rapport de l'AFG et d'ailleurs c'est la première source qui est mentionnée. Et c'est vrai que le message qu'on voulait plutôt donner, c'est que l'épargne salariale représente quand même un gros paquet d'épargne et que celui-ci, s'il est correctement fléché, il peut représenter une vraie opportunité pour contribuer au financement de la transition. En effet. Ouais. Du coup, alors, du coup, c'était ma réaction aux deux remarques. Par contre, j'avais une question en tant que telle. En fait, on a vu que, en effet, on n'abordait pas l'aspect banque parce que du coup, vous disiez que vous étiez centré sur les salariés, donc l'épargne salariale. Par contre, au niveau des CSE, qui brassent 11 milliards d'euros par an, les CSE, en France, ça brasse 11 milliards d'euros par an. Il y a un vrai enjeu, en fait, à avoir, à sensibiliser les CSE pour que eux, ils utilisent des produits bancaires qui sont dans le sens de la transition énergétique. C'est toujours bon à prendre, hein, toute cette somme d'argent. Donc, du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être une annexe à la présentation avec quelques liens, voilà, sans trop fournir, peut-être 2 slides qui montrent qu'il y a un vrai gain. Et moi, voilà, un vrai gain, voilà, pour les CSE notamment ou pour les particuliers. Mais bon, pour faire le lien avec l'entreprise, le CSE, ça peut être intéressant pour justement avoir ces fonds sur des produits éthiques, quoi. Sur ce sujet-là, ça m'intéresse de travailler éventuellement. Ok, bon à savoir, merci pour la remarque. Et on parlait des fonds par défaut tout à l'heure. Je voulais juste dire que nous, d'expérience dans notre boîte, le fonds par défaut, c'est un fonds que vous avez vu en exemple dans dans la présentation, notamment. Il était un peu flouté, et il est ISR déjà. Donc il a déjà une certaine vertu et il est risque 1. En effet, il est monétaire, mais il est risque 1.
Donc, il n'y a pas de souci. En fait, on peut vraiment avoir l'ambition de faire bouger le fonds par défaut vers quelque chose qui est vertueux et qui peut être vraiment, il est affiché comme étant le plus sécuritaire, quoi, proposé Oui, c'est vrai. par la banque. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir cette ambition-là Ah, je savais vis-à-vis pas de qu'on la pouvait avoir boîte. des ISR en risque 1, en fait. Je Ah connaissais ben pas. oui, oui, il y en a pas. Ouais. Oui, justement, c'est-à-dire, c'est là, c'est ce que disait Mathieu, c'est que on a en tête, ah, dès que ça a une certaine vertu, bien, c'est un peu plus de risque. Ben non, en fait. Mm. Donc, il faut regarder, en fait, tous les documents, les DIC, c'est ça, les documents Donc, c'est juridique, ouais. d'information. Ouais. Ouais. Mais je doute du fait que la majorité des employés soient aussi connaisseurs que vous, parce que vous avez l'air d'aussi bien connaître le sujet que nous, voire même mieux. Faut bien se mettre en tête que là, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui sont beaucoup moins connaisseuses. Hélène? Oui, donc Hélène Drault, moi je travaille chez Michelin, j'ai participé au groupe de travail et c'était juste pour confirmer ce que disait Laurent. Nous, sur nos fonds d'épargne salariale, on est essentiellement sur de l'ISR, d'accord? Et effectivement, on a l'obligation aussi d'avoir le niveau de risque minimum pour le fonds par défaut, qui est donc de niveau 1. Et en fait, il est ISR lui aussi. Et ça va, enfin, ce webinaire de sensibilisation qu'on propose aujourd'hui, va aussi dans le sens de dire les personnes doivent aussi aller se documenter un peu plus. Parce que si je prends notre exemple à nous où tout est ISR, si on va pas voir un peu plus de détails, ce que mentionnait Mathieu tout au long de la présentation, le fait que le contenu des fonds est quand même encore questionnable et que ça vaut la peine d'aller gratter un petit peu dans le détail, reste vrai. Voilà, s'il y a un message à passer, c'est aussi celui-là. Passer le temps pour se documenter, c'est important aussi. Et il faut voir aussi que les notations ESG aujourd'hui, elles sont sur du déclaratif pour l'instant. Du coup, c'est vrai que ça va. On est au début d'un processus quand même. Enfin, sauf information contraire, peut-être que je. Si quelqu'un conteste ce que je dis, il faut pas qu'il hésite. Vas-y, Mathieu, je t'en prie. Non, ok, c'était juste pour quand on approche de la fin, donc je sais pas si c'était une question que tu avais ou. Peut-être une dernière question, oui, qui peut être Ok. rapide. Je vois que, au vu des discussions, il y a en effet matière pour parler un peu de ce qu'un collectif peut faire dans un temps 2, dans un temps 3 après la sensibilisation, et ça pourrait être très intéressant. Et on en reparlera parce qu'en plus, on peut avoir de nouvelles personnes qui seraient intéressées sur ces temps-là. Mais si on reste sur le temps 1, qui est un peu celui de la sensibilisation, une fois qu'un collectif a réussi à en parler un peu, est-ce que vous avez d'autres conseils d'action qu'un collectif pourrait faire un peu dans les premiers temps de sensibilisation? Du coup, il y a le dépliant, il y a le webinaire. Est-ce qu'il y a des choses à faire sur la transparence, est-ce qu'il y a des moments particuliers? Enfin, est-ce que vous avez un peu des conseils à partager à un collectif qui voudrait sensibiliser sur la question? Ok, excellente question à croire. On pourrait croire qu'on a travaillé, mais c'était vraiment les questions que je voulais poser. Enfin, c'est pas les questions, c'était les remarques du coup que je voulais apporter. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur ce sujet-là. Toutes les personnes qui ont travaillé dans le groupe ont déjà creusé le sujet de mon côté. Avant de leur laisser la parole, je voudrais juste parler de ce que nous on a fait au sein d'Alstom. Au sein d'Alstom, on a contacté le conseil de surveillance et les DRH qui s'occupent un peu de tout qui s'occupent de toutes ces questions d'épargne salariale pour non pas changer de gestionnaire de fonds, mais inciter forcément à rajouter un fonds, en l'occurrence Greenfin, dans notre épargne salariale. On a réussi à le faire. On a été entendu, on a été écouté déjà et on a été compris grâce justement à des vulgarisations sur ces sujets que même les personnes responsables parfois ne connaissent pas forcément en ce qui concerne la durabilité, je veux dire. Deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'il y a une action qui avait été lancée l'année dernière avec Reclaim Finance pour aller aux AG de Amundi, donc Assemblée Générale d'Amundi, pour justement venir poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de fonds, pourquoi est-ce que certains fonds ne sont pas transparents, comment est-ce qu'on fait pour avoir que des fonds labellisés. Ça a eu pas mal d'impact, plus que ce qu'on aurait pensé. Vous en avez peut-être entendu parler avec une campagne de communication, le, comment dire, le slogan de Amundi, c'est la confiance, ça se gagne. Et on a rajouté ce slogan qui est la confiance, ça se perd, où justement on expliquait qu'on s'y retrouvait pas sur la transparence de certains fonds.
Il y a beaucoup de façons de faire, il y a beaucoup d'actions qui ont déjà été lancées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter enfin, vous avez mon mail là. Il y a une belle communauté qui est en train de se monter. C'est du temps bénévole, donc parfois c'est un petit peu compliqué, mais il y a quand même des belles choses qui se passent. Et Hélène, vas-y, je te laisse la main. Oui, et ben moi, pour répondre à la question, je peux témoigner de ce qu'on a organisé dans l'année, qui a consisté à organiser un after, donc sur ce thème-là, épargne salariale et finances durables. Et je reconnais que on a travaillé nos supports, mais que celui qu'on a vu aujourd'hui est quand même particulièrement abouti, particulièrement intéressant, le dépliant aussi, et l'intérêt qu'on a pu trouver chez un certain nombre de salariés. Alors nous, on va reconduire ce genre d'opération en exploitant la matière proposée à l'issue de ce webinaire. Et voilà, moi, je ne peux qu'inciter les personnes représentant des collectifs qui sont autour de la table à continuer une action de type voilà, plus locale. Donc nous, c'était sous la forme d'un after, mais on va aussi le faire sous la forme de table ronde. Il y a plein de possibilités. Et sincèrement, la matière qu'on a pu partager aujourd'hui, moi, je la trouve vraiment très pertinente pour une première action de sensibilisation. Voilà, c'était ce que je voulais témoigner en complément. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais juste dire un gros merci à toute l'équipe. Il y avait quand même, surtout sur le petit coup le petit rush en fin de livrable. C'était un plaisir de discuter avec vous. Vous avez tous des bonnes idées. J'espère qu'on a réussi à faire ce que vous aviez en tête. Alors, comme vous le savez, moi j'avais en tête un truc beaucoup plus gros et heureusement qu'on n'a pas fait ce que j'avais proposé parce qu'il fallait vraiment faire un truc beaucoup plus cadré. Donc vraiment merci à vous et j'espère qu'on pourra réitérer ça assez vite. Ouais, bah, de même, bravo à tous les participants pour ce site intéressant. Céline Mathieu, particulièrement pour l'animation du groupe. Et on va vous envoyer très rapidement le replay, les ressources, tout ce qui va vous servir. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées, des choses en plus. On verra comment faire donner suite à tout ce qui a été évoqué aujourd'hui. Et sinon, merci beaucoup et bonne fin de Merci journée à beaucoup. tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au Merci beaucoup. revoir. Au revoir et Merci, au revoir. merci. C'est-